Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club, une édition dont on va consacrer la première partie au CHAN, le championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux qui débute déjà samedi, ainsi que bien sûr l'info du jour. L'équipe du Wydad de Casablanca qui a fait un petit peu les soldes et qui a... On est triste déjà. Allez, la séparation entre le staff, tout le staff, de l'entraîneur au masseur. C'était ça le communiqué qui est sorti sur le site du Wydad, qui s'est réveillé le temps d'un communiqué pour se rendormir encore, avec bien sûr la fin de l'idylle entre le Hussein Hammouta et le Wydad de Casablanca. On va en parler, et puis on va parler également du Coutinho Day, l'arrivée de Felipe Coutinho au FC Barcelone, et puis la belle histoire d'amour qu'il y a entre Conte et José Mourinho, qui, vous allez voir, on va bien rigoler tout à l'heure en fin d'émission dans la prise de bec, le ping-pong verbal entre Mourinho et celui qui lui a succédé sur le banc de touche de Chelsea, Antonio Conte. Avec nous dans cette édition du club pour parler du CHAN, le président délégué du comité d'organisation du CHAN, le championnat d'Afrique des nations, Hamza El Hajjoui. Bonsoir Hamza. Bonsoir Sijalal, merci. Hamza El Hajjoui, donc président délégué du comité d'organisation du CHAN, président du FUS et premier vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Reda Allali, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, ça me fait plaisir d'être là. Je suis très heureux de vous voir ce soir. Et on va parler du Wydad, on va parler également un petit peu rapidement du Raja de Casablanca et une grosse surprise, énorme surprise, l'Assemblée générale n'a pas eu lieu. L'Assemblée générale qui était prévue le lundi dernier. Amin Rahmouni, bonsoir. Bonsoir Jalal, bonsoir les amis. Un menu très très riche donc, dans cette édition du club. Je rappelle que vous pouvez participer à nos débats sur les réseaux sociaux et également nous suivre en direct sur le Facebook Live. Allez, avant d'ouvrir les débats, on va regarder ce petit sujet de présentation de cette édition 2018 du CHAN organisée ici au Maroc. Plus que quelques jours à patienter avant le coup d'envoi du CHAN, le petit frère de la Coupe d'Afrique des Nations, né en septembre 2007 lors d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Johannesburg. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations des joueurs locaux, a pour mission de promouvoir le football africain et servir de vitrine aux championnats locaux respectifs pour s'exprimer et s'ouvrir les portes du professionnalisme à l'international. La première édition du CHAN est organisée en Côte d'Ivoire avec 8 sélections. Pour la deuxième édition au Soudan, comme pour les éditions suivantes en Afrique du Sud, au Rwanda et au Maroc, la CAF a décidé de porter de 8 à 16 le nombre des équipes devant animer les phases finales du tournoi. Le CHAN gagne des galons en 2014, bénéficiant désormais de la reconnaissance de la FIFA, qu'il a intégré au rang des compétitions prises en compte dans l'établissement du classement mondial des nations. Pour cette quatrième édition, le Maroc a succédé au pied levé au Kenya. 4 villes vont donc abriter les rencontres de cette édition 2018. Casablanca pour les matchs des Lions de l'Atlas au premier tour, dont le match d'ouverture et la finale, mais aussi Tanger, Marrakech et Agadir. L'occasion pour la sélection marocaine d'inscrire pour la première fois son nom dans cette épreuve. Un football marocain en confiance qui a fini l'année 2017 sur 2 exploits, la qualification pour le mondial en Russie et le sacre du Wydad en Ligue des Champions. Pour entamer cette année 2018 du bon pied, Selami et les siens savent ce qu'il leur reste à faire, garder ce trophée au Maroc. Allez, Hamza Hajji, comment on se sent à 4 jours Milieu de terrain. Exactement. Comment on se sent Oui, et Omas, c'est ça? Comment on se sent à 4 jours du coup d'envoi d'un événement qu'on organise ici au Maroc? À 3 jours. À 3 jours. Ouais. Ah, on est presque... Écoutez, beaucoup d'excitation, c'est la dernière ligne droite. Il y a énormément de choses qui ont été en préparation. Nous avons eu le privilège d'avoir l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations dans sa 5e édition assez tardivement, au mois de novembre. Très peu de temps, mais au niveau de la fédération, il y a vraiment l'expertise opérationnelle parce qu'il y a eu des Coupes du Monde des clubs qui a été organisée sur 2 éditions pour pouvoir effectivement parer à l'immédiat et parer à l'urgent. Donc à quelques jours, moi-même je suis vraiment en état d'alerte pour ainsi dire.
tout le comité, avec son président également, M. Fawzi Rjak, on est vraiment en état d'alerte. Je viens de sortir d'un comité directeur, effectivement, on est vraiment dans cet esprit-là. L'objectif est de donner la meilleure image du football national, dans un contexte très particulier, celui de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Les choses vont s'enchaîner. Mais comme je dis, il ne faut pas se rater. Il faut vraiment être au contact de cet événement, faire le maximum en termes, disons, d'organisation propre, technique. J'entends bien l'infrastructure, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et également en termes de mobilisation du public. Ouais. Parce qu'aller au stade aujourd'hui, dans un contexte actuel, on est en plein mois d'hiver, on est en plein hiver, on est en plein mois de janvier, il fait froid, il pleut, il vente dans certaines villes. Mais je dirais que c'est un acte citoyen d'aller au stade, de représenter le Maroc et effectivement de montrer qu'on est un grand pays de football. C'est ce qu'on dit toujours, c'est ce qu'on veut être, je pense qu'on l'est. Et puis d'un autre côté, très sincèrement, beaucoup d'excitation parce que le Maroc n'a pas organisé d'événements importants, d'ampleur continentale. Bon, il y a eu les 2 Coupes du Monde, on est bien d'accord, depuis 1988. C'est énorme, depuis 1988. Donc c'est un véritable challenge. J'ai la chance d'avoir été désigné par le président de la Fédération royale marocaine de football en tant que président délégué dans ce comité d'organisation. Il y a un très beau comité d'organisation avec vraiment un capital humain de grande qualité et il fait un travail monstre. Et effectivement, aujourd'hui, on va être heureux si tout se passe dans de bonnes conditions, Inch'Allah. Le Maroc est rodé pour abriter des événements sportifs. Je pense que le Chan, ce n'est pas la compétition la plus compliquée à organiser, surtout quand on sort de 2 Coupes du Monde des clubs organisés par le Maroc. Qu'est-ce qui vous met le plus de pression? C'est l'association Chan et candidature de la Coupe du Monde, parce que organiser des matchs de foot sur 4 sites pour une épreuve comme le Chan, sans vouloir, je ne parle pas de compétition mineure, mais ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est pas une Coupe du Monde, c'est vraiment le fait que ça coïncide avec la dernière ligne droite dans cette candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Si vous permettez, Jalal, il y a 2 éléments essentiels. Premièrement, on a pris l'organisation tardivement. Je le dis, je le répète, c'est extrêmement important. La préparation décide d'un point de vue technique. Je vais vous donner un exemple. Le complexe Mohamed V. On est bien d'accord que c'est un beau stade. En plein ville, c'est magnifique. Il y a vraiment, on sent, passez-moi l'expression, on sent la sueur dans ce stade. On sent l'histoire. Il est très bien quand il est ouvert. Ils sont fermés. Bien évidemment. Et il est en travaux depuis 7-8 ans. Donc, il a intérêt à être très bon. Un taux de disponibilité très bas. Préparer le Chan. Vous me parlez de travaux, effectivement. Mais c'était effectivement un complexe qui est magnifique. Mais c'est, alors, pour ainsi dire, il y a énormément de choses qu'il fallait arranger. Il y avait une pénombre qu'il fallait régler. Il y avait une partie de l'éclairage qui n'était pas... on avait un bel éclairage, on était à 1500, 1600 lux. On veut aller en termes de production télévisuelle à quelque chose de vraiment, d'un point de vue, en termes de qualité, remonter en termes de qualité. Donc il fallait faire beaucoup de travaux. Et donc il y a beaucoup d'intervenants. Donc je remercie de ce plateau un certain nombre d'intervenants qui nous ont beaucoup aidés au niveau du complexe. Alors, il y a le président, et bien évidemment il y a le Wali, il y a le directeur général de Casa Aménagement, le directeur général de Casa Event, mais le chantier était gros, était important. Donc c'était pas simple, en gros. Et il y avait effectivement d'autres stades où il y avait un certain nombre d'éléments qui n'allaient pas très bien. Le stade de Tanger, pour ainsi dire, était problématique également. L'éclairage, on avait un problème dessus, d'ailleurs dans un match de championnat, de la Botola, l'éclairage s'est arrêté parce qu'il y avait un problème. On a résolu le problème avec nos amis du ministère, etc. Donc on a, et la Sonarges, donc on a quand même résolu le problème. Et aujourd'hui, on a un stade qui est beau. J'y étais dimanche dernier pour faire une dernière visite pour voir comment ça se passe. Les terrains d'entraînement sont au beau fixe. En gros, ce que vous me dites, vous avez partiellement raison, parce que c'est peut-être simple, mais ce sont des stades qui existent, il faut les faire vivre. Et donc pour les faire vivre, effectivement, un tel championnat, à 16 équipes, il faut les recevoir, les 16 équipes, il faut l'organiser. C'est un bout de challenge, je pense.
On va laisser les stades de côté parce qu'on va rester, on va rester amis ce soir. Je suis plein de bonnes résolutions. Non, sur la CAN, le CHAN, c'est la même chose. C'est 16 équipes, 4, voilà. Le seul delta, et c'est l'enjeu que vous avez commencé à évoquer, sur lequel je voudrais bien qu'on développe, c'est le public. Voilà. C'est l'engouement. C'est l'engouement. Voilà. Non, mais globalement, c'est le même nombre de matchs, le même nombre d'équipes. Logistiquement, c'est la même chose. Après, est-ce que les gens vont se déplacer? Mais la Coupe d'Afrique des Nations souffre du même problème. Oui, bien sûr, mais là, ça va être encore plus aigu. Pire. Voilà, plus aigu, parce que, bon, je mets de côté Casa. On est tous très contents d'avoir une équipe nationale issue de la Botola. En tant qu'amoureux de la Botola, je vais aller voir les matchs, par exemple. Et je connais beaucoup de gens comme moi. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour garantir Marrakech, Tanger, Agadir, avec qu'il y ait une population qui se déplace, quoi. Donc à part le côté... On va toujours rester amis. Donc c'est le but du jeu. Non, ceci étant, la problématique, elle est universelle, Reda. Franchement, la problématique, elle est universelle, dans le sens où chaque fois qu'il y a une compétition continentale qui est organisée dans un pays, quand le pays organisateur joue, il y a plein de monde. Bien sûr. Quand le pays organisateur ne joue plus, enfin, n'est pas dans certains stades, c'est le désert. C'est-à-dire, au fait, ce n'est pas quelque chose d'inédit. Ceci étant c'est un problème bien sûr, récurrent, oui. très classique en Afrique. Tout à fait. En Afrique où les populations ne se dépassent pas comme en Europe, Voilà, c'est pas le même pouvoir d'achat, etc. Donc là, on est face à, on s'est dit effectivement au niveau du comité d'organisation, on s'est posé cette question-là. Donc on a agi d'une manière premièrement institutionnelle et d'une manière un petit peu plus humaine et associative. Ah, je m'explique. Le premier étage de notre intervention, c'est l'institutionnel, c'est-à-dire d'aller voir le ministère de la Jeunesse et des Sports, le directeur des sports, le ministre, etc., d'aller voir le ministère de l'Éducation nationale, de voir leur délégation au niveau des îles et de faire bouger un petit peu les choses. Ça d'un côté. Toujours d'un point de vue institutionnel. Pardon, pour être clair, c'est pour avoir les jeunes en fait. Oui. C'est ça, c'est ce que vous êtes. Oui. Deuxième élément, c'est d'aller voir les ligues régionales. C'est important, les ligues régionales. C'est beaucoup d'équipes en amateur qui aiment bien le foot. Donc, à la limite, c'est intéressant d'aller les emmener vers là. Troisième niveau, là, on descend un petit peu plus vers l'humain. Vers l'humain dans le sens l'associatif et le tissu associatif. On a essayé de voir les associations d'étudiants africains qui sont au niveau de ces villes-là. Et dans ce sens-là, ils vont aller voir leurs équipes ou d'autres équipes les voir. Donc c'est quand même une population importante. Et puis, dernier niveau, c'est les associations. Alors quand je parle d'associations et tissu associatif, ce n'est pas forcément que les villes. Alors je m'explique. Une ville comme Marrakech, à la limite, les associations un peu de quartier qui existent, qui jouent un peu au foot, etc., on peut les inciter à venir. Et je vais expliquer comment par la suite. Mais également, on voulait faire au niveau du comité d'organisation, à l'occasion de ces matchs, une véritable découverte du football. Je m'explique encore une fois. Prenons des petits patelins à côté de Marrakech. Mansour, Chichawa qui n'est pas un petit patin, qui est une grande ville, Ben Guerir, à côté de Ben Guerir, Tahnaout, du côté de l'Orica. C'est d'amener ces populations-là, avec le moyen de transport, à passer un après-midi de football, à découvrir le grand stade de Marrakech, à venir. C'est des petits-enfants qui vont venir, il fait froid, etc. Mais on va essayer de rendre la chose agréable. Donc c'est une découverte. On va poursuivre sur ce sujet important, stratégique. On a dit l'importance du public. On va écouter le sélectionneur Jamel Slami dans quelques extraits de son passage dans l'émission Le Match. Il fait d'abord justement appel au public du complexe Mohamed V. On l'écoute. On va tout faire et fournir tous les efforts pour honorer notre football et remporter ce trophée. Notre public est appelé à nous soutenir et on a vu ce que le public du complexe Mohamed V peut apporter à une sélection comme lors du match face au Gabon. En tout cas, on fera tout pour le satisfaire. Voilà, donc pour Jamel Slami, il fait appel
à ce public casablancais que tu nous vends et dont tu fais partie, Reda, pour que ce public soit présent, parce qu'il donne des exemples. Jamel Slami, il dit l'équipe du Maroc contre le Gabon en éliminatoire de la Coupe du Monde, le Wydad, qui a été porté par ce public pour atteindre cet exploit et ce titre de champion d'Afrique. Moi, je l'ai rencontré dans son stage à Marrakech en novembre. Et il m'avait effectivement parlé de la même chose, c'est-à-dire qu'il avait une équipe quand même avec beaucoup de joueurs qui évoluent dans les clubs casablancais, il comptait beaucoup sur le public. Maintenant, il ne faut pas non plus être naïf. Ça va se jouer, je pense, sur l'enthousiasme, sur les premiers matchs, voilà, sur les résultats. Sur les résultats, il peut se passer quelque chose, on a tous envie que ça se passe. Ce public casablancais qui était, il y a 6 mois, devant, comment dire, un peu boudé, là, il est un peu sevré. C'est-à-dire les Wydadiens ont gagné la Ligue des Champions à domicile. Le Maroc est qualifié à la Coupe du Monde. Slami, comme vous l'avez très bien dit, est sur une dynamique positive parce qu'on sent qu'il y a une espèce d'enthousiasme tout le monde général. Mais en même temps, le benchmark est haut. Voilà. Ouais. Donc, il va falloir qu'il relève ce défi et que dès le début, il emballe l'affaire pour que tout le monde ait envie de porter cette équipe. J'ai envie de donner un petit carton, Driss, le réalisateur. Un petit carton jaune pour Amin Rahmouni qui est en train de dormir. On est à 20 minutes d'émission, il n'a toujours pas parlé. Vous êtes incroyable. Quand je parle trop. Et quand j'écoute religieusement, tu te plains. Soit tu fais grève et tu l'annonces, tu viens avec un petit brassard, soit tu... Je suis un garçon poli. Quand on a un invité qui parle, je l'écoute religieusement, contrairement à vous, qui essayez de l'interrompre. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est ça le problème, c'est qu'il a demandé à ce qu'on soit amis. Moi, à un certain moment, pas d'accord avec lui sur des choses. Quelle mauvaise idée. Quelle mauvaise idée j'ai eu de déclencher, de le réveiller. Je suis désolé. Un petit peu développé. Aujourd'hui, il demande effectivement à ce que ce public vienne. Mais j'ai l'impression qu'on va quand même, ou du moins qu'on essaye, excusez-moi, invité, mais de gonfler un petit peu artificiellement au niveau du public et de l'affluence, on va dire, ces stades-là. Moi, je pense très sincèrement, mais ça n'engage que moi, mais je partage l'idée avec moi-même, que pour inciter ces gens-là, il fallait travailler bien en amont, et notamment ces 4 derniers mois. Ils ne savaient pas qu'ils organisaient le CHAN. C'est finir, tu me demandes de parler. Oui, mais il faut dire des choses intelligentes. Non, mais ça, je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, mon gars. J'ai pas ta tag et ta faconde, donc je fais de mon mieux. T'as pas mon bac plus. Mais voilà, exactement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'on a cette équipe du CHAN. Son intérêt, c'est qu'elle est éminemment représentée par des joueurs locaux, issus de la Botola. Allez, bravo. Et autre particularité, c'est qu'ils jouent à 11. Bravo. Par contre, et à ce niveau-là, je pense qu'il fallait aussi soigner un peu cette Botola et dont ces joueurs-là sont issus. On a un énorme chantier, on n'a pas le temps là. On est sur un énorme chantier. Tu voulais que je parle, laisse-moi dire tout ce que j'ai à dire, sinon je me tairai à jamais. Non. Comme dans les mariages. Non, ce que je veux dire, c'est que ça intervient dans une... Et sérieusement, pour revenir à ce que tu dis, Amine, ça intervient, ce CHAN, dans un contexte un peu compliqué, dans une... Là, je faisais du mauvais esprit, je suis entièrement d'accord. Je pense que dans un contexte entre le public et le football marocain, parce que même la Botola se joue dans des stades vides. C'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Merci d'abonder dans mon sens, très cher. C'est que le challenge, effectivement, est très grand. Et qu'au-delà du challenge purement organisationnel, parce qu'effectivement, organiser des matchs, on sait faire, on saura faire, ça sera une très belle réussite. Maintenant, le vrai challenge, effectivement, c'est de faire amener, et c'est là où je n'étais un peu pas d'accord, c'est pas seulement les faire amener sur les matchs où il n'y a pas l'équipe nationale, c'est que même cette équipe nationale, quand elle jouait, celle des locaux, il y avait 3 pelés et un tendu. Donc le vrai challenge va être là, effectivement, d'intéresser l'ensemble des Marocains à ce CHAN, qui pour moi est une excellentissime nouvelle. Tu veux que je me taise? Non, je ne veux pas que tu te taises, mais je ne veux pas non plus, il ne reste pas beaucoup de minutes, on va donner la parole. Je ne veux pas que tu plombes, je ne veux pas du tout. Je dis que c'est un gros challenge. Je ne veux pas du tout, monsieur Amine, que tu plonges le moral de Hamza Hajjoui, alors qu'il est à 3 jours du coup d'envoi de cet événement. J'en suis certain. Hamza, est-ce que vous vous êtes fixé un objectif par rapport à un objectif chiffré par rapport à ça, public? Nombre de public? Oui. Non, on ne peut pas parler d'objectif chiffré, très sincèrement. L'objectif étant... À partir de quel moment vous allez être... à partir du moment où j'ai une... Parce que les stades sont énormes.
Là, les stades sont énormes, clairement. Ah oui. Vous savez, la dernière fois, on m'avait posé une question toute simple. Ouais. On m'avait dit, mais pourquoi on a choisi des grands stades? Parce qu'on a des petits stades qui sont bien. On a un stade Leibdi, on a SFI, on a... Franchement, ça marche. Mais la vraie question, c'est pourquoi on a construit initialement des grands mais stades. ça, c'était ce que je voulais pas dire. Voilà. J'ai l'impression qu'on va finir pas amis. Voilà. Donc, pourquoi on a choisi ces grands stades? Parce que c'est des stades qui existent, premièrement, et parce que j'avais donné un exemple tout simple, c'est que quand vous avez des invités et vous avez 2 salons, un petit et un grand, vous le faites forcément rentrer dans le grand salon qui est neuf et qui est bien. Donc forcément, nous avons cette tradition au Maroc effectivement de faire le maximum pour nos invités. Non, alors très sincèrement, en termes de chiffres, pour être sérieux, on ne peut pas avoir de chiffres. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de réussir un beau championnat d'Afrique des Nations sur tous les plans. Sur le plan technique, j'en ai parlé tout à l'heure, et c'était galère. Très sincèrement, ça peut paraître comme ça, mais ce n'était pas évident. C'est-à-dire qu'il fallait aller aux petits détails pour qu'effectivement ça aille au niveau d'un certain nombre de stades. Très bien, ça d'un côté. Et puis d'un autre côté, il faut aller de l'avant par rapport à la population pour faire aimer le football national. Vous parlez de la Botola. Moi, j'inverse le raisonnement. Moi, je vais utiliser le championnat d'Afrique des Nations et éventuellement le succès d'une équipe nationale pour faire aimer la Botola par un certain nombre, par un certain nombre de nos concitoyens. C'est juste que les gens veulent avoir ils vont venir. Et les gens, en fait, les gens viendront un peu plus au niveau. Ils viendront un peu plus au niveau de. Adorent la Botola. Moi, quand je vais au stade sur des belles affiches, je peux vous assurer que c'est un engouement formidable. En tout cas, voilà, mais aux gens l'histoire. Il faut que les gens puissent avoir des affiches et des endroits où les regarder, ces affiches. Sur ces 4 mois, encore une fois, je ne dis pas que c'est votre faute, je dis juste que vous arrivez et que vous trouvez une situation qui va être un peu compliquée. On a effectivement une compétition qui est tombée très très tard. Votre challenge est compliqué, c'est un beau challenge. C'est ça qui nous fait réveiller le matin avec une excitation en disant allez, on y va. C'est-à-dire dans l'absolu, excusez-moi, dans l'absolu, on peut très bien être en se disant bon, de toute façon, c'est comme ça. C'est pas évident et puis on va essayer comme ça. Non, moi je pense qu'on a mis en place au niveau du comité d'organisation cette stratégie, premièrement sur l'infrastructure, deuxièmement sur la mobilisation du public et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, Jalal, aujourd'hui c'est le contexte. J'ai dit un mot tout à l'heure également par rapport à venir voir les matchs. Pour moi c'est un axe citoyen. Compte tenu du contexte. Et en plus on peut gagner, Reda, on peut gagner 2 tickets. On peut gagner, à chaque match du CHAN, on peut gagner 2 tickets pour suivre les matchs de l'équipe nationale du Maroc en Coupe du Monde. Et ça, c'est une très bonne idée. Ça, c'est une super idée. Non, je suis sérieux, c'est une très bonne idée. Moi, je veux juste raconter un petit souvenir. Vous avez parlé de la CAN 88. Vous payez l'avion aussi, l'hôtel ? Non, la CAN 88, j'avais vu les 2 demi-finales. Il y en avait une qui s'était jouée à Casa, c'était Maroc-Cameroun avec ce 1-0 de Makanaki. Voilà, moi aussi. Vous ne connaissez pas? Non. Voilà, et le fameux coup de tête de Kanabik. Et Boudelbek qui court après. Oui, avec la chaussure. Rapidement, c'est pas et à Rabat, il y avait une deuxième demi-finale. C'était Algérie-Nigeria, de tête. J'y étais pas. On devait être 8. Voilà. Mais c'est vrai, c'était. Et donc, le défi que vous avez à relever, et là, on parle d'une CAN avec des équipes qui étaient énormes. Voilà, on va faire. Enfin, moi, je le dis franchement, moi, je vais mettre de côté mon côté grognon et je vais demander aux gens d'y aller, parce qu'il faut que ça. Voilà, il faut que ça soit. Voilà, franchement, on y sera au Maroc, parce qu'on a Casa. Oui, mais c'est pas nous le problème. Mais en plus de ça, très sincèrement, il y a de belles affiches. Et il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a le Burkina qui joue bien, qui a un bon championnat, il y a l'Angola qui a un bon championnat, il y a la Guinée, il y a gagné avec qui on joue, le Rafia, etc. Enfin, je veux dire, il y a quelque chose pour avoir côtoyé un petit peu les équipes africaines dans les Coupes d'Afrique à travers le club que je dirige aujourd'hui. Écoutez, il y a des choses intéressantes à voir. Et puis en plus, il y a des chiffres aujourd'hui qui sont intéressants pour montrer l'engouement. Je veux dire, c'est pas démagogique ce que je raconte, croyez-moi. Le nombre de journalistes accrédités, aujourd'hui, on est à peu près à 600. Dans 483 exactement, à peu près 500 étrangers, avec 43 nationalités différentes. Est-ce que vous avez toujours le problème des agents qui sont passés pour des journalistes? Non. Parce que ça, c'était un grand sujet. Mais là, les agents, vous parlez des agents. Voilà. Les agents, il y a une vingtaine de scouts de clubs français, espagnols, italiens qui viennent. Donc il y a un engouement. Cet engouement, il faut vraiment transformer l'essai. Il faut être là, il faut montrer ses capacités d'organisation. Nous espérons avoir une belle cérémonie d'ouverture, nous espérons avoir un beau match d'ouverture.
c'est vraiment donner le là. Le samedi prochain est un. Tous les espérons gagner, il faut le dire. Enfin, moi, je peux le dire. Oui, aussi, bien sûr, c'est plus important aussi. On a, comme vous l'avez bien dit, depuis 88, on n'a pas eu de grandes manifestations footballistiques. Parce qu'on a Continental. Voilà, exactement. On a organisé plein de choses à côté, du judo. Voilà. Continental, c'est la Coupe du Monde des clubs. Donc, oui, voilà. C'est pas un super bon souvenir pour toi, surtout la première en 2013. Non, mais tu veux pas t'amuser à dire des choses comme ça maintenant, c'est quand même incroyable. Non, mais restons amis, c'est le but du jeu. C'est un tac et j'ai pas de carton à sortir. En plus. Non, mais en plus sérieusement, qu'on n'a pas organisé d'événements footballistiques, ben je dis oui, Continental. Continental, oui, voilà, Continental. Bien sûr, il y a la Coupe du Monde, ça va, je suis pas non plus sénile, je suis plus jeune que toi. Ce que je veux dire par là, j'ai oublié ce que j'allais dire. Non, plus sérieusement, j'ai pas oublié. Je dis juste que tout le monde va jouer le jeu. Les médias devraient jouer le jeu, devraient faire en sorte de drainer un maximum de personnes. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout à fait. Voilà, donc ça se passera bien. On arrive au terme de cette première partie consacrée au Chan. D'abord, on va écouter Jamal Slamy qui parle de la présence et de l'importance de la présence d'Hervé Renard avec la sélection locale. C'est toujours un extrait de l'émission Le Match dont Jamal Slamy était l'invité. Hervé Renard كاين دائما تنسيق معاه. Il y a une coordination permanente avec Hervé Renard. On se consulte sur beaucoup de sujets et sa présence parmi nous est très importante. D'ailleurs, elle a permis à certains joueurs locaux d'être présents sur les dernières listes de l'équipe première. Voilà donc pour Jamal Slamy au sujet de Hervé Renard qui sera aux côtés de cette sélection marocaine tout au long de cette compétition et ça va permettre aussi de motiver davantage les joueurs parce qu'il y a une Coupe du Monde au bout. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors on arrive au terme de cette première partie consacrée au Chan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Hamza El-Hajjoui? Allez, à 3 jours du coup d'envoi de cet événement. Qu'on ait une belle cérémonie d'ouverture à la mesure de ce qu'on veut montrer par rapport à nos capacités d'organisation. Qu'il n'y ait pas de couac technique au niveau des stades, qu'il y ait du monde, que les gens se mobilisent, que ce soit une belle fête. J'entends bien avec un certain nombre de réserves, mais en tout cas qu'il y ait une belle fête. Et puis qu'on gagne. Voilà, donc avant de vous laisser partir, Hamza El-Hajjoui, un petit mot pour nos téléspectateurs un petit peu partout en Afrique, nos auditeurs également. Je rappelle que l'émission est diffusée sur Média TV Afrique et qu'elle est aussi diffusée sur Média Afrique, Radio Méditerranée Internationale, en FM un petit peu partout en Afrique de l'Ouest, en Mauritanie, au Sénégal, à Abidjan, au Cameroun, au Niger, au Mali, au Burkina. Quel est votre message aussi aux supporters africains en Afrique, mais peut-être aussi au Maroc? Écoutez, qui sont les bienvenus. On est bien heureux de les accueillir ici. On est vraiment enthousiaste de les accueillir, que ça se passe bien pour eux. On espère que tout se passera dans les meilleures conditions logistiques et techniques. C'est ce qu'on souhaite d'IMA Africa. Donc c'est le logo et l'intitulé de cette édition. De cette édition 2018 du Chan. Merci beaucoup encore une fois. Merci on vous souhaite beaucoup de courage. Et on se retrouvera après le Chan pour faire le bilan de cette édition. Merci beaucoup. Et peut-être avec... S'il y a la couche, ouais, vous savez que c'est Reda le Poulpe. D'ailleurs, il a un peu la physionomie. Non, mais il faut que je vois l'équipe. Attendez, on a Reda le Poulpe et aussi Hamza El-Hajjoui. À chaque fois, il s'est déplacé. À chaque fois qu'il s'est déplacé sur mon plateau, c'était avec un trophée. Là, il est venu pour nous parler du trophée. Et pourquoi pas, il reviendra avec dans 3 semaines. Merci de m'avoir reçu et puis bonne continuation à la fin de l'émission. Voilà. Oui, avec grand plaisir. On va rester ensemble pour la seconde partie du club. Il sera question du Wydad avec bien sûr cette décision aujourd'hui du comité du Wydad de se séparer de Houssine Ammouta et de tout le staff du club. On se retrouve dans un court instant. À tout de suite. Bienvenue donc les amis dans cette seconde partie du club. Donc c'est la fin de l'idylle entre Ammouta et le Wydad de Casablanca. Le coup près est tombé. Alors du Mouderrib au Moudelli, comme disait le communiqué. Donc, Amine, est-ce que tu as été surpris par cette décision aujourd'hui? Non. Il attendait depuis 6 mois. Non, certainement pas. Non, surpris non, mais triste. Triste à la manière avec laquelle ça s'est fait. Mais la décision paraissait inévitable aussi. Parce que inévitable à la rigueur. Je vais même dire que, limite, je l'appelais de mes voeux. Moi, je
pense très sincèrement, je vais le dire, mais très calmement et sans aucune animosité envers un monsieur qui nous a quand même fait gagner un titre après lequel on courait depuis 25 ans. Je pense qu'un Moutia aurait dû, dans les conditions dans lesquelles il évoluait, qu'on connaît tous, peut-être quitter le club au lendemain de son titre, parce que je ne le voyais pas aller plus haut, gagner davantage, et je le voyais en tout cas après la Coupe du Monde, parce que je ne vois pas comment il aurait pu qualifier l'équipe à la Coupe du Monde des clubs et ne pas y aller. Non, on s'est compris. La Coupe du Monde, effectivement, rentrait dans le programme, on va dire. Après la Coupe du Monde, dans le package. Parce qu'après la Coupe du Monde, ça n'allait aller que de problèmes en emmerde. Donc, par contre, je suis très triste, mais véritablement, de la manière avec laquelle ça s'est fait. Parce qu'apparemment, ce qui se dit, c'est qu'il se prépare un grand chambardement au sein même du club au niveau de l'effectif. Il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver. Donc je pressens une plongée dans la crise profonde pour ce club-là, qui est mon club de cœur. Mais véritablement, je pense, je suis un peu déçu avec nos histoires d'amour dans le football. On ne s'est pas séparés, voilà, finissent toujours très mal. On ne s'est pas séparés, on ne s'est pas gagné. C'est vraiment... Non, on ne sait pas perdre. Non, on s'est gagné, on gagne très bien. Regarde, tu gagnes un jour et deux mois après, le héros, le mec qui t'a ramené le titre de champion d'Afrique pour la première fois depuis 25 ans. On s'est gagné, on s'est gagné, pour dire, mais comme il l'a très bien, c'est une phrase qui est très joliment dite. La victoire porte en nous les germes de l'échec et du drame. En permanence. Donc, en permanence. Donc, voilà, je suis content qu'il nous ait fait gagner ce qu'il nous a fait gagner. Je suis par contre très triste de la manière avec laquelle ça se termine. Je pense que ce bonhomme-là ne le méritait pas. Et j'espère véritablement que ce que les semaines nous promettent pour ce club-là n'arrivera pas. Ouais, rapidement. Si quelqu'un, un extraterrestre arrivait ou un étranger à notre football, lisait le communiqué avec la liste des 6 cadres remerciés, l'annonce d'un chambardement d'effectifs, on aurait l'impression que c'est un club qui a été relégué pour des raisons administratives en 3e division et qui donc doit dégraisser. On ne comprend pas très bien ni le ton, mais en même temps, j'ai envie de dire, Moutia, c'est un peu le calvaire de la marche d'un homme seul, qui a manqué beaucoup de soutien, qui n'a jamais eu de légitimité finalement, et qui même avant d'arriver à cette finale, à chaque match jouait sa tête. Et c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à m'expliquer. C'est normal, dans le foot, c'est comme ça que ça se passe. Quand l'équipe ne tourne pas, et elle tourne très mal depuis le retour depuis la finale de l'Ahly, c'est une catastrophe, soit en championnat ou en Coupe du Monde des clubs. C'est des résultats indignes de son standing. Les joueurs on est très gentil avec les joueurs, parce qu'à un moment, il faut quand même les mettre devant leurs responsabilités. C'est quand même bizarre ce delta de performance entre une équipe capable de... Quand on est professionnel, on ne choisit pas ses matchs. On n'est pas obligé que le stade soit plein, que ce soit la finale de la Ligue des Champions, pour commencer à faire quelques efforts. On peut jouer aussi contre Tanger, Hassania. Paradoxalement, on peut jouer contre... Paradoxalement, l'Oudède a perdu peut-être les matchs. On peut jouer. Sans rentrer dans les détails techniques, parce que je pense que ce n'est pas le sujet de l'émission. Sur les 3-4 derniers matchs, elle a perdu des matchs qu'elle méritait le moins de perdre. C'est-à-dire que les efforts ont été faits. Après, la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où je suis un peu triste pour Moutia, c'est qu'on a l'impression que la manière avec laquelle il a été viré, parce que c'est bien le terme, mais c'est violent, qu'il n'est que le seul responsable de toute cette gabegie en fait, autour de ce que le club a gagné ces derniers temps. On a l'impression que tout a été dilué dans le temps et qu'il est le seul responsable. Alors que je pense que si on avait le temps d'une émission qu'on n'a pas, et il faudrait au moins une émission d'1 heure, si on devait faire le diagnostic, moi limite je donnerais peut-être 15% ou 10% de la faute de Moutia, et tout le reste est dû sur l'ensemble des composantes du club, président en tête. Il n'y a qu'à voir, Amine, la déclaration quand même c'est étonnant. Le porte-parole du club, c'est-à-dire l'institution qui tire à boulet rouge sur l'entraîneur de ton club à la veille d'un match. Non, il s'est passé et la cabale, on peut le dire maintenant, la cabale médiatique qu'il y a eu ces 2 dernières semaines autour de Moutia est scandaleuse. Véritablement scandaleuse. C'est-à-dire que tu peux essayer de te poser froidement et d'essayer d'en réfléchir un peu les ordonnateurs, parce que quand il y a des cabales, il y a toujours un ordonnateur. J'arrive pas, en tout cas moi j'ai essayé de faire l'exercice, j'ai pas réussi à trouver la raison. Parce que ce monsieur-là, excusez-moi le terme, ce monsieur-là a quand même ramené un titre continental majeur, le plus beau, après lequel le club court depuis un quart de siècle. Il y a 4 jours, ce même monsieur, Amine, il y a 4 jours, ce même monsieur, il était nominé pour être le meilleur entraîneur africain. Et ce monsieur-là, il faut le dire très clairement, l'a fait avec une équipe tout juste moyenne. Quel est le dernier? Il faut le dire très franchement. Il a réussi. Alors, c'est peut-être pas toujours très joli. Moi, je suis pas très fan de ce qu'il proposait. Mais après, limite, on ne lui demande pas d'être beau, on lui demande de gagner des titres, de gagner le titre.
et il l'a gagné. Les titres par la suite. Les titres. Champion et champion d'Afrique. Surtout le titre. Après le club depuis un quart de siècle, je le rappelle. C'est l'occasion de rappeler pour dégonfler un peu nos égos qui enflent avec les bons résultats de l'équipe nationale que nos clubs sont très fragiles, des structures très fragiles. Le WAC champion d'Afrique vit la période qu'on vit. Le Raja finaliste de la Coupe du Monde des clubs a passé 3 années blanches. Le MAS champion d'Afrique de la Coupe de la CAF. 3 titres disparus de la circulation. 3 titres puis une relégation. C'est des structures très 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 fragiles. C'est une personne qui travaille sur 6 mois. Voilà en gros le modèle de nos clubs. Il n'y a pas de fondation. Voilà, c'est une personne. L'entraîneur, avec un président. Ou alors le président. Ça se passe bien, voilà. Ouais. Et sur des cycles de 6 mois, 18 mois en cas de succès. Voilà, merci. Par contre, ce qui est extraordinaire chez nous. Ne parlons pas, il faut plus parler de formation, de fondation, d'investissement, de société anonyme. On travaille sur 6 mois. Ce que les gens sont jamais m'expliquer, c'est l'escalade négative quand ça ne va plus. L'entraîneur, mais c'est une bérésina incroyable. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus à sauver les apparences. Ailleurs, on va sauver. C'est-à-dire que quand Florentino Pérez, ça va un peu mal avec Mourinho, on arrive plus ou moins. Chez nous, non. Chez nous, c'est catastrophique, mais très vite. On sort la grosse artillerie pour détruire le pays. Quand tu lis ce communiqué, tu as l'impression que c'est un club qui est relégué pour des raisons administratives. Effectivement. Et tu as l'impression qu'un a commis un crime de l'ex-président, mais incroyable. Alors que bon, ce monsieur-là, il a fait de son mieux avec un mercato raté, avec des joueurs qui ont été ailleurs, avec des joueurs blessés, avec effectivement ses propres limites à lui en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Mais c'est dramatique, ça se termine aussi mal. Et effectivement, aujourd'hui, quand je vois les retombées de la presse, un club qui gagne un titre en novembre et qui, 2 mois plus tard, se retrouve dans des cas pareils, je pense que ça doit être un fait rare dans le football mondial. En tout cas, l'autre club casablancais ne vit pas ce genre de situation, loin de là. On a de toute façon toute la panoplie. On a toute la panoplie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu les 2 clubs en forme. Pour un peu jouer leur rôle de locomotive. Quand je dis en forme, c'est sportivement, financièrement, populairement. Voilà, là, on devait avoir l'Assemblée Générale, elle était prévue lundi. Et voilà, il n'y a pas d'hôtel. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Alors, pour commenter le Raja. On a 2 clubs super en forme dans le ridicule actuellement. Je trouve. Au contraire, ils tirent vraiment tout vers le haut. Pour commenter le Raja, il faut être expert financier, en comptabilité. Et désormais également expert en immobilier, connaître les hôtels, les salles, etc. Voilà où le débat se place aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui, c'est grotesque. Moi, j'ai écouté sur les ondes de nos amis de Radio Mars un débat entre Boudrika et Hasban. J'ai rien compris. L'immobilisation, le 1,8, le match. J'ai absolument. C'est ridicule la provision d'immobilisation. Franchement, il faut être même beaucoup plus comme un bac plus 15 pour comprendre. Alors, je me garderai bien de me lancer dans ces analyses, que je suis complètement incompétent. Lui, bien bac plus 10 ou pas loin. Non, pas en comptabilité, non, je ne comprends rien. J'ai du mal avec la mienne de chez moi. Mais franchement, c'était d'un ennui parce qu'on ne comprenait rien du tout. Parlons le débat footballistique aujourd'hui, il a disparu. Voilà, il est là-dessus. Voilà. Il est où le débat ? On n'a pas trouvé d'hôtel, il nous faut une salle. Mais le Raja ne joue pas, il n'y a rien à débattre footballistiquement. Le Raja est dans une crise institutionnelle. On parle de projet sportif quand même, on est en train de changer de président. Oui, non, mais c'est pas rien. Aujourd'hui, c'est pas. On parle de TVA et d'immobilisation et des impôts. Oui, mais c'était ça le débat. Mais parce que c'est aujourd'hui le sujet de l'instant par rapport au Raja. Non, mais très sérieusement. Aujourd'hui, par rapport à l'AGE qui doit être tenu, par rapport justement au bisbis entre Hasben et Boudrika, aujourd'hui, il n'est pas question de savoir si Raqi doit être au milieu de terrain ou Hafeda à gauche ou à droite. Il est question de régler des problèmes aujourd'hui financiers qui découlent de problèmes administratifs. Donc aujourd'hui, Raqi, il est en Arabie Saoudite et ça, c'est une autre histoire puisque son transfert n'a pas été validé, que ce soit ni par le Raja ni par la Fédération royale marocaine de football. Un transfert qui, lui, a bien eu lieu, mais ça a été compliqué, un transfert à prix d'or, une présentation en grande pompe. Felipe Coutinho a signé au FC Barcelone. Le Brésilien aura bien sûr pour défi de faire oublier son compatriote, son meilleur ami Neymar. C'est un rêve pour lui, un honneur aussi pour ce timide milieu offensif désireux de trouver son propre espace. On regarde ce sujet.
Le Coutinho Day. Les médias espagnols étaient sur le pont pour suivre les premiers pas de Philippe Coutinho, présenté officiellement comme nouveau joueur du FC Barcelone. Vêtu d'un costume sombre et d'une chemise blanche, sans cravate, Coutinho a posé pour les photographes aux côtés du président barcelonais Josep Maria Bartomeu. Esto fácil porque es el Barça. La décision de rejoindre le Barça était très facile à prendre. C'est le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs du monde. Beaucoup de mes idoles ont joué ou jouent actuellement au Barça, donc c'était une décision facile à prendre. Entonces, esto fue una decisión fácil. L'ancien joueur de Liverpool, qui est devenu le 3e footballeur le plus cher de l'histoire, 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus, s'est engagé jusqu'en 2023. Un rêve qui se réalise, a timidement déclaré Coutinho, conscient de l'immense pression assortie à son prix d'achat, un record pour le Barça et pour la Liga espagnole. Esto es un honor para mí. Ce montant est un honneur, mais les questions d'argent doivent rester entre clubs. Moi, j'ai mes objectifs, arriver ici, être heureux, gagner des titres et prendre du plaisir. Comme attendu, le Brésilien, arrivé blessé, ne sera pas opérationnel immédiatement. Les examens ont confirmé une blessure musculaire à la cuisse droite et le joueur sera indisponible environ 20 jours, soit jusqu'à la fin janvier. Dès que Philippe Coutinho sera sur pied, ce sera à l'entraîneur Ernesto Valverde de parvenir à intégrer ce milieu offensif polyvalent dans une équipe en pleine euphorie, invaincu et solidement installé en tête de la Liga. Un problème de riche après un transfert très onéreux. Voilà, un problème de riche et un transfert très onéreux. Le Barça qui tape fort donc, hein, mes amis. C'est d'ailleurs le club qui a le plus investi voilà, c'est écrit le tatouage sur le corps de Coutinho. Je disais que le Barça investit énormément. Quand on dit le Barça qui achète comme ça Coutinho, Dembélé, qui a acheté aussi Neymar il y a quelques années, est-ce la fin du conte de fées de la Masia, ce fameux centre de formation dont tous les Catalans étaient fiers, qui a enfanté Lionel Messi, qui a enfanté Xavi, qui a enfanté Iniesta, qui a enfanté Busquets, Piqué, le gardien aussi, l'ancien gardien du FC Barcelone. Victor Valdés. Voilà, Valdés. Est-ce que cette Masia aujourd'hui qui n'arrive plus à produire la moindre petite pépite, on a posé la question, est-ce que c'est fini? La question à notre consultant pour le football espagnol, Fred Hermel. Mais non, les gens sont injustes. Il y a des générations spontanées, extraordinaires, ce qu'a vécu le Barça en produisant des joueurs comme Xavi, comme Iniesta, comme Busquets, comme Jordi Alba, comme bien entendu Messi. Mais c'est exceptionnel de pouvoir produire 4, 5, 6, 7 joueurs à peu près de la même génération qui puissent tous jouer dans la même équipe. Ce qui s'est passé ces dernières années n'était pas normal. De la même manière qu'il fut une époque, ce qu'on appelait au Real la Quinta del Buitre, avec Butragueño, avec Mitchell, avec Sanchis, avec tous ces gens-là qui étaient des joueurs qui venaient du centre de formation du Real Madrid. Il est tout à fait normal qu'après une telle génération fabuleuse, il n'y ait pas de joueurs de très haut niveau qui sortent, ou il n'y en ait pas autant en tout cas, et qu'il faille acheter. Voilà. Et là, on se rend compte que sur les 10 dernières années, le Barça a dépensé beaucoup plus d'argent que le Real en achat de joueurs. C'est la réalité. Mais c'est pas grave. Hein. Le Barça a de l'argent. Le Barça en ce moment ne produit pas de joueurs de haut niveau, mais produit de l'argent avec le marketing, le ticketing, les droits télé, et peut s'acheter des grands joueurs ou des bons joueurs comme Coutinho ou Dembélé. Alors, Reda. Non, deux choses. Je fustige l'hispanocentrisme de cette émission, qui fait qu'on va parler du Coutinho uniquement vu de Barcelone. Et du Real aussi. Oui, on peut le voir du côté de Liverpool qui quitte. Oui. Mais bon, c'est pas. Mais on va parler de la première ligue, t'inquiète pas. Deux choses. C'est pas seulement une génération exceptionnelle, on a dit les noms deux fois, nous et Fred Hermel, mais c'est également un entraîneur exceptionnel. Guardiola qui avait accompagné cette génération
Mais il ne les a pas formés, Guardiola. Non, il a accompagné cette génération. Lui-même est issu de la mais il a optimisé un projet de jeu. Je m'excuse, il s'est passé quelque chose qui ne relève pas uniquement de l'alignement des Astres. Mais si, Iniesta, ce n'est pas un projet de jeu, c'est des talents exceptionnels. Oui, mais il y a eu également un projet de jeu. Busquets, par exemple, c'est un projet de jeu. Busquets, avoir comme ça un joueur, une nouvelle version de Guardiola, justement, joueur, comme ça, en espèce de numéro 6, un peu reculé, un peu. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie réflexion. Et effectivement, un club comme le Barça, comme le Real, à mon avis, tous ces grands clubs, pour moi, ne sont presque pas, à part accident, comme on a eu cette génération-là, ne sont presque pas amenés à former. Oui. Voilà. C'est des clubs qui sont sous pression, c'est des clubs qui doivent avoir un résultat sur place, c'est des clubs qui sont très médiatisés, c'est des clubs où c'est difficile de grandir. Donc c'était un accident de l'histoire que d'avoir cette génération. Il y avait 7 joueurs titulaires. L'accident de l'histoire à Gélès, c'était d'en avoir autant oui, à un moment donné. Parce que tu avais 7 joueurs titulaires. D'où l'alignement des As dont il parle. Maintenant, ce que dit pas Fred Hermel, c'est que la Masia a eu sur les 4-5 dernières années un joueur qui s'appelle Jordi Mboula, qui était censé être la relève, mais un seul, 2 a tout cassé, qui a été chippé par Monaco. Donc, c'est que le Barcelone n'a pas dû voir en lui, effectivement, la future star qu'il aurait dû devenir. Maintenant, Reda, il dit une chose qui est très juste, c'est que ces clubs-là sont amenés à gagner très vite, très tôt, et qu'ils n'ont pas le temps. Par contre, quand tu achètes un Neymar à un prix et que tu le revends au prix où ils l'ont vendu au Paris Saint-Germain, ils ont gagné de l'argent, c'est une très bonne affaire qu'ils ont fait. C'est aussi bien pour rester que de monter quelqu'un de la Masia. Pour rester sur les clubs espagnols, le Real et le Barça, juste sur Liverpool, il y a eu Mascherano, il y a eu Xabi Alonso, il y a eu Suarez, maintenant il y a Coutinho. Pardon Coutinho, ouais. Voilà, le modèle, il marche. Tu prends un joueur sud-américain, il découvre l'Europe sur un ou 2 clubs. Coutinho a fait l'Inter, ça n'a pas marché. Coutinho, il a fait même l'Espagnol, Barcelone. Voilà, Tevez, non pas Tevez, Suarez, voilà, qui passe par l'Ajax, etc. Voilà, le bonhomme grandit, découvre l'Europe et ils rêvent tous d'une chose, ces joueurs qui évoluent en Angleterre sud-américain, c'est d'aller jouer en Espagne parce que c'est beau, c'est agréable, voilà, la vie correspond à ce qu'ils aiment et effectivement, personne n'est capable de résister aux sirènes des clubs espagnols, même si quand on leur fait le même coup, c'est à faire Neymar, ils le prennent beaucoup plus mal. Voilà. Allez, on va aller du côté de l'Angleterre avec un match dans le match et ce ping-pong verbal qui continue entre Conte et Mourinho. La condamnation pour match qui a été rappelée par l'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, à son homologue italien de Chelsea, Antonio Conte, qui a qualifié en retour le Portugais de petit homme. Nouvel épisode en date des propos amers qu'échangent les deux rivaux. On écoute d'abord, on va écouter Mourinho. Tiens. I think the press should apologize to me and to him because the question that comes to him is completely wrong, and because of that he had that out of control reaction. But I don't blame him at all. I was asked about my passion, and you know because most of you were in my press conference. I was speaking about myself. The only thing I want to say to end the story is that yes, I made mistakes in the past on the touchline. Yes, I will make less, but I think I will still make a few. What never happened to me and will never happen is to be suspended for match fixing. That never happened to me and will never happen. Voilà. Il lui rappelle le mauvais souvenir. Vraiment, il est fort. Hein. Non, tout ça est maîtrisé, calculé, répété. Il y a même un côté un peu acting dans le sens de performance théâtrale. Et comment il le fait venir Voilà. Non, il le fait venir. Il a construit. Ouais, j'ai fait des erreurs sur le bandeau ce matin, mais j'ai jamais arrangé des matchs. Juste pour rappeler à nos téléspectateurs qu'il parle de l'affaire Calcio-Monese. Voilà, exactement. Et cette affaire de match truqué par la Juventus qu'entraînait Conte, mais lui n'était pas du tout concerné. Il était appelé à témoigner en tant que témoin. Ça s'est passé juste après la Coupe du Monde. Ouais. Par contre, ce que j'ai loupé, excusez-moi, c'est la réponse de Conte. On l'a ? Ah, vous l'avez ? Moi, j'ai rien loupé. On écoute Conte. La réponse de Conte. Allez, tout de suite. La réponse. Before you make this type of comment, before to hurt another person, you must pay great attention also because you show that you are a little man. A little man. You don't know very well which is the situation, but I know him very well in the past because in the past he was a little man
in many circumstances. He is a little man in the present, and for sure he will be a little man in the future. Also, if he want to try to change his behaviors, but the person is this, Mourinho is this, and you know him very well, and the level is very low. But I repeat, I think that before to speak, you have to know very well what. Voilà, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais tu n'as pas la partie où il dit sénile. Non. Où il dit ce qui compte, c'est quand on va se retrouver à Manchester et de se retrouver ensemble dans une pièce. Voilà, exactement. Moi, je ne vais pas parler de foot. C'est à peine voilé. Je sais qu'on n'a pas de temps, je ne vais pas parler de foot, mais comme ça, un Italien, en parlant anglais, avec l'accent italien, menaçant. Oui. On est dans le cinéma, c'est clair. Voilà. Vous entendez tous les affranchis, les casinos, vous entendez Scorsese. On va se retrouver dans une pièce. Vous êtes d'accord avec moi? C'est magnifique. Little Man. Mais c'est quand tu vois physiquement comment il est le Comté. Et l'autre, il le traite de clown. Ouais. Alors Mourinho qualifie notre ami Conte de clown et l'autre de Little Man. Et il a aussi... avec un accent italien, mais avec un accent italien. Mais l'accent portugais est pas mal. J'ai bien compris, Mourinho est en guerre contre Conte, contre Guardiola, contre Wenger, contre certainement 2 ou 3 anonymes qu'on a oubliés aussi. Voilà, exactement. Florentino Pérez. Non, mais je parle des entraîneurs éventuellement. Mais il va contre le reste du monde. Mourinho, pour moi, il est en train de faire all-in. C'est-à-dire qu'il est en train de voir le tapis, je pose tout, voilà, c'est son mode opératoire. On en a parlé cette semaine dans l'émission l'après-match, on parle de lui au Paris Saint-Germain très sérieusement. Voilà. Et la on meilleure parle chose qui puisse arriver d'un départ de Manchester United. C'est la meilleure chose qui puisse arriver au foot français, au championnat de France, c'est un Mourinho. C'est quelqu'un qui est capable aujourd'hui Mais avec qui il va avoir ses joutes verbales avec Dupraz. Mais tu rigoles quoi? Avec un Dupraz et un Courbis, ça se terminera un peu plus compliqué qu'avec ça. Mais Courbis n'exerce plus. Merci beaucoup. Mais Courbis reviendra rien que pour Mourinho. Merci beaucoup, Amine. Merci à toi, Merci beaucoup, Amine. Merci, Reda. Merci également à toute l'équipe. Mais tu vas en prendre un rouge si tu continues comme ça. Mais non, c'est la fin de l'émission. Je ne le donne pas. On va se retrouver sur mardi prochain. Et merci également à toute l'équipe technique et à notre réalisateur, Driss Ba. Et puis remerciements aussi à notre invité de la première partie de cette édition du club, Hamza El Hajwi, président délégué du comité d'organisation du CHAN. Le CHAN qui débute samedi. Ciao les amis.